Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un outil que beaucoup connaissent de nom, mais dont on explore rarement la profondeur, DuckDuckGo. On a tous en tête le slogan «Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas». Mais la question qui se pose vraiment, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement à l'ère de l'intelligence artificielle? On a donc fait quelques tests pour voir un peu ce qu'il y a sous le capot, et la vraie mission de cette discussion, c'est de comprendre comment un moteur de recherche peut encore garantir l'anonymat quand tout le monde se rue sur des IA qui, par nature, adorent les données. C'est vraiment la question du moment. Parce que la valeur d'une alternative comme DuckDuckGo, ce n'est plus seulement ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire nous pister, mais c'est surtout ce qu'elle propose de différent. Et on va voir que les fonctionnalités qu'ils ont développées sont assez révélatrices d'une philosophie qui va au-delà de la simple recherche. Il s'agit de reprendre le contrôle, pas juste de se cacher. D'accord, alors commençons par la base, la promesse initiale. Quand ils disent pas d'espionnage, ça implique quoi au-delà de ne pas avoir de la pub pour des chaussures qui nous suivent partout? J'ai l'impression qu'on s'arrête souvent à ça. En fait, ça c'est beaucoup plus profond. Le premier pilier, le plus évident, c'est qu'il n'y a aucun profilage. Chaque recherche que l'on effectue est traitée comme si c'était la toute première. Ils n'ont pas de dossier sur nous qui dit «Ah, cette personne s'intéresse à ça, aime ça, cherche ça». C'est une page blanche à chaque fois. D'accord, donc pas de profilage. Mais est-ce que ça ne rend pas les résultats moins pertinents au final? Si je cherche Jaguar, Google, c'est probablement si je m'intéresse à la voiture ou à l'animal, en se basant sur mes recherches d'avant. Comment DuckDuckGo gère ça? C'est une excellente objection et ça nous amène directement au second pilier qui est une conséquence philosophique du premier, l'absence de bulle de filtre. Le fait que Google devine ce que l'on veut est pratique, mais ça a un coût énorme. Ça nous enferme dans un univers d'informations qui confirme ce qu'on pense déjà. C'est la fameuse bulle. DuckDuckGo fait le pari inverse. En donnant les mêmes résultats à tout le monde pour la même requête, il nous force un peu à être plus précis, c'est vrai, mais surtout, il ouvre la porte à la sérendipité. La sérendipité. Oui, le fait de découvrir des choses qu'on ne cherchait pas, de tomber sur des points de vue différents. Ce n'est pas seulement une protection de la vie privée, c'est une posture sur l'accès à l'information. Une posture qui se veut plus neutre. Je vois. C'est une approche radicalement différente. Mais là, il y a un point technique qui m'a interpellée pendant les tests. On lit dans leur documentation que les résultats proviennent de plus de 400 sources, mais que l'une des principales est Bing, le moteur de Microsoft. Hmm. Ça sonne un peu paradoxal, non? On essaye d'échapper aux géants du web, mais on finit quand même par utiliser leurs résultats. C'est le point qui sème le plus le doute. Et c'est normal. Mais la clé, c'est de comprendre comment ils utilisent Bing. DuckDuckGo agit comme un intermédiaire, un bouclier. Quand on tape une recherche, la requête part chez DuckDuckGo. Eux, ils la nettoient de toute information personnelle, notre IP, les infos de notre navigateur, et ensuite seulement, ils l'envoient de manière anonyme à leurs partenaires comme Bing. Pour Microsoft, c'est une requête qui vient d'un serveur DuckDuckGo, pas de nous. Ah d'accord. Ils ne peuvent pas nous relier à cette recherche. Exactement. Donc leur valeur ajoutée n'est pas de réindexer tout le web, ce qui serait une tâche titanesque, Non, pas du tout. mais de créer cette couche d'anonymisation. Précisément. Ils se concentrent sur la confidentialité et la non-personnalisation. C'est leur cœur de métier. Et il y a un détail technique qui montre bien leur engagement. Ils maintiennent une enclave de sortie sur le réseau Tor. Ah oui, Ça veut dire que les utilisateurs de Tor peuvent utiliser DuckDuckGo sans jamais sortir du réseau, ce qui garantit un anonymat extrême. C'est un signal fort. Mais ton point sur la dépendance à Bing est intéressant, car ça soulève une question plus large sur la centralisation. On y reviendra peut-être. d'accord. Donc le principe de base, c'est d'être un bouclier. Mais ce que j'ai découvert en testant, c'est qu'ils ont aussi des outils pour être plus offensifs, pour aller plus vite. Je pense à cette fonctionnalité un peu cachée, les bangs. Ah oui, les bangs. Une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. C'est l'outil de l'utilisateur avancé par excellence. Expliquons ce que c'est. C'est une sorte de super raccourci. On tape un point d'exclamation suivi d'un code et ça nous envoie chercher sur un autre site. J'avoue que j'ai testé WFR pour Wikipédia en français et c'est bluffant. Taper WFR intelligence artificielle m'a amené directement sur la bonne page Wikipédia. Sans passer par la page de résultats. Exactement, sans étape intermédiaire. Ça fait gagner un temps fou. Et des comme ça, il y en a des milliers. La doc officielle parle de plus de 13 000 raccourcis. On peut chercher sur Amazon avec .a, sur YouTube avec .y, sur des sites de développeurs comme Stack Overflow avec .so. C'est extrêmement puissant. Un de mes préférés, c'est simplement .g. Si pour une raison ou une autre, on veut voir ce que Google aurait proposé, on ajoute .g et hop, ça bascule.
Attends, 13 000, c'est énorme. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y en a pour quasiment tous les sites que j'utilise au quotidien. Ça transforme le moteur de recherche en une sorte de couteau suisse du web, en fait. C'est exactement ça. Si on prend un peu de recul, les debangs transforment DuckDuckGo d'un simple moteur de recherche en une sorte de centre de commande, un lanceur universel. Et l'avantage, c'est que la requête initiale est envoyée au serveur de DuckDuckGo, qui nous redirige. Le site de destination sait qu'on a fait une recherche chez lui, mais il ne sait pas que l'idée de cette recherche vient d'une page de résultats de DuckDuckGo. La confidentialité de l'intention est préservée. Très clair. On a donc une base de confidentialité solide et un outil de productivité vraiment malin. Mais maintenant, arrivons au cœur de notre sujet, la fonctionnalité qui change la donne, lancée en juin 2024, .ai Chat. C'est là que la promesse de confidentialité affronte son plus grand défi. Oui, c'est le test ultime. Comment intégrer ces IA génératives qui sont de vrais aspirateurs à données, tout en restant fidèles à une mission de protection de la vie privée? C'est un vrai casse-tête. Alors, comment ça marche DuckDuckGo? D'après mes tests, la première chose qui frappe, c'est qu'on a le choix. Ce n'est pas un seul modèle. Exactement. Et c'est déjà un point fondamental. Il donne accès à une sélection des modèles les plus performants. On trouve GPT-4o d'OpenAI, Claude 3.5 Haiku d'Anthropic. Llama 4 et même le français Mistral Small 3. C'est ça. L'utilisateur n'est pas enfermé dans un seul écosystème. Il peut choisir l'outil le plus adapté ou même comparer leurs réponses. Le choix, c'est bien, mais la vraie question, c'est comment la confidentialité est assurée. Si je pose une question sensible à GPT via DuckDuckGo, qu'est-ce qui empêche OpenAI de la voir et de l'associer à moi? C'est là que le mécanisme est ingénieux, et il repose sur deux garanties. La première est technique, c'est la proxification, comme pour la recherche web. La conversation est envoyée au serveur de DuckDuckGo, qui agissent encore comme un bouclier. Ils transmettent la conversation à OpenAI, mais sans jamais leur communiquer notre adresse IP. Pour le fournisseur d'IA, la requête vient d'un serveur anonyme de DuckDuckGo. Point. Impossible de remonter jusqu'à nous. D'accord, l'IP est masqué. Mais le contenu de la conversation, lui, il est bien envoyé. Et c'est souvent ça la donnée la plus précieuse. Qu'est-ce qui garantit que ce contenu ne sera pas utilisé pour entraîner les futurs modèles IA? C'est le grand enjeu avec ces IA. Et c'est la deuxième garantie qui est contractuelle cette fois. DuckDuckGo a négocié des accords de non-entraînement avec tous ses partenaires IA. Ces contrats stipulent noir sur blanc que toutes les conversations qui transitent par leur service sont éphémères, elles ne doivent en aucun cas être stockées ou utilisées pour entraîner et améliorer les modèles. C'est une ligne rouge pour eux. Absolument. Donc si je comprends bien, je peux interroger des IA de pointe, sans avoir de compte chez elles, sans donner mon numéro de téléphone, et avec la garantie que mes conversations ne viendront pas nourrir la machine, c'est bien ça? C'est exactement la proposition de valeur. C'est un accès anonyme et jetable à des outils qui sont normalement conçus pour tout retenir. J'ai fait un test amusant. J'ai demandé à Claude de m'écrire une nouvelle sur un détective privé qui enquête sur sa propre bulle de filtre. Le résultat était surprenant, mais surtout, j'étais serein en sachant que cette idée un peu étrange n'allait pas être ajoutée à un profil quelque part. C'est une approche vraiment puissante. Et en plus, c'est gratuit, même s'il y a une limite quotidienne pour éviter les abus. Ça soulève une question plus large. Est-ce qu'on est en train de voir naître un nouveau modèle d'interaction avec l'IA? Un accès via des tiers de confiance? Je pense que c'est une possibilité très sérieuse. Ce modèle résout le conflit pour beaucoup de gens. L'envie d'utiliser ces outils incroyables et la peur légitime de livrer sa vie numérique. En se positionnant comme cet intermédiaire, DuckDuckGo ne se contente pas d'offrir une fonctionnalité. Il propose une nouvelle façon, peut-être plus saine, d'aborder l'IA. C'est vrai que ça change tout. Bon, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on a un moteur qui au départ se base sur l'absence de profilage et de bulles de filtre. Pour garantir un accès neutre à l'info, oui. Ensuite, il a développé des outils comme les slashbangs qui en font un vrai centre de commande pour les utilisateurs qui cherchent l'efficacité. Tout en protégeant la requête initiale. Et finalement, la pièce maîtresse, cette AI Chat qui réussit le pari d'offrir un accès anonyme et privé aux grandes IA du moment. Ça boucle la boucle de la promesse de confidentialité, mais appliquée aux plus grands défis technologiques actuels. Tout à fait. Et pour conclure, j'aimerais partager une dernière pensée. C'est un détail que j'ai remarqué en consultant leur projet sur GitHub. Il y a quelques années, DuckDuckGo avait un projet très intéressant appelé DuckDuckHack. DuckDuckHack, ça ne me dit rien. C'était quoi? C'était une plateforme communautaire. Elle permettait à n'importe qui, à des développeurs bénévoles, de créer des réponses instantanées, tu sais, ces petits encadrés d'infos en haut des résultats.
C'était un projet ouvert, décentralisé, où la connaissance était organisée par la communauté. Or, en regardant le dépôt du projet, on voit qu'il a été archivé en 2022. Il n'est plus maintenu. Intéressant. Et quel lien tu fais avec ce dont on vient de parler? Eh bien, ça nous amène à une question pour la suite. Au moment même où DuckDuckGo intègre des outils d'IA extrêmement puissants développés par des entreprises centralisées comme OpenAI, il met en sommeil son projet qui reposait sur la connaissance communautaire. Ça m'amène à me poser cette question. La commodité et la puissance brute des grandes IA centralisées sont-elles en train de rendre obsolète ou de remplacer la connaissance organisée et enrichie par la communauté? C'est une réflexion qui dépasse largement le cas de DuckDuckGo et qui touche à l'avenir même de la découverte de l'information sur le web.